Au lendemain de l'armistice de 1871, la France a une rancœur et une méfiance extrême sur la Nouvelle-Allemagne. Elle se rend bien compte que finalement, dans un délai relativement court, elle sera encore amenée à être en guerre avec elle. Et puis donc elle veut tirer les leçons de sa défaite. Et elle se rend compte que finalement, à ce moment-là, elle est encore avec sa cartouche papier de son chasse-peau et sa cartouche carton, ou simili-carton de sa tabatière. Et justement, cette année-là, en 1871, l'Allemagne, sous la pression de la Prusse, encore elle, vient d'adopter un fusil d'infanterie à chargement par la culasse en calibre 11 mm, le meilleur de l'époque, culasse Moser, le prestigieux système Moser, avec une cartouche métallique. Bon, ben, il faut faire quelque chose. Et en 1872, une commission s'est rassemblée qui a décidé de changer la cartouche papier en cartouche à étui métallique et de créer un fusil capable de la tirer. Et au bout de 2 années d'essais et plusieurs concours où ont été présentées d'autres armes avec elle, c'est le fusil du capitaine Gras qui a été retenu et qui portera le millésime 1874. Alors, le fusil du capitaine Gras, voici le fusil du capitaine Gras. Ciel, mais c'est un air de famille, évidemment, parce que le fusil du capitaine Gras, ça n'est autre qu'un chasse-peau amélioré, un chasse-peau modernisé. Même longueur, 1,30 m, même poids, 4,1 kg, et donc un fusil qui lui ressemble, et qui est différent du fait de quelques détails, mais ô combien importants, qui en font un nouveau fusil. Alors, si vous avez vu les vidéos précédentes, vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il y a quelque chose de différent quand même, à l'aspect. Eh bien, cet aspect, cette différence, c'est que le fusil Gras est en finition bronzée noir de guerre. Alors que le chasse-peau, vous vous en souvenez, était en finition poli-blanc. Alors, la finition poli-blanc est quand même une institution dans l'armée française. Ça fait un siècle que tous les fusils d'infanterie français sont en finition poli-blanc. Et donc, ça faisait partie de cette institution faisait partie de l'instruction du soldat. Pourquoi? Évidemment pour nettoyer et entretenir le fusil, empêcher la corrosion bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, si j'osais le dire, pour occuper le Prussien, le troupier, dans ces heures d'inaction qui sont nombreuses entre les combats et aussi en caserne, en garnison caserne. Il fallait absolument les occuper. Et bien ça, c'était une des façons de le faire, et c'était structuré, contrôlé par des officiers qui donnaient éventuellement des sanctions aux soldats qui éventuellement montraient pas beaucoup de zèle pour la chose, et c'est donc vraiment quelque chose qui a été conservé jusqu'au chasse-peau. Seulement, évidemment, cette finition en poly-blanc c'est bien beau, c'est amusant, et puis, mais ça a un gros désavantage, que d'ailleurs les Anglais avaient compris déjà depuis très longtemps, puisqu'ils avaient fabriqué leur brown best, c'est-à-dire un fusil marron. Parce que le fusil poly-blanc, il n'y a rien de mieux que ça pour faire repérer le soldat à l'ennemi
si un coup de soleil vient se réfléchir sur son canon. Et c'est bien pour ça qu'on a, à partir du 74, montré toutes nos armes d'infanterie en finition noire de guerre. Alors le fusil Gras est un beau fusil, c'est une belle arme aussi, c'est une arme qui est donc très efficace, capable de 10 coups à la minute. Alors la première chose qu'on a vue en différence avec le chasse-peau, c'est la finition noire de guerre. Il y en a une deuxième, c'est que cette fois, la culasse, on peut l'ouvrir en 2 temps. Parce que le chasse-peau, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il fallait l'ouvrir en 2 temps, en 2 fois, pour des raisons techniques. Et donc, cette culasse va s'ouvrir en 1 fois. On va donc chambrer les cartouches du gras qui va donc être entré. On va donc fermer la culasse, je ne veux pas le faire bien sûr, et donc cette cartouche va être tirée, et lorsque elle sera tirée, eh bien, je vais fermer cette culasse quand même. Regardez un petit peu ça, il y a un extracteur qui va faire partir l'étui-vide. Donc ça, c'est une nouveauté qu'il n'avait pas évidemment sur le chasse-peau qui avait une cartouche à combustion. Sur la culasse, il y a donc une rampe hélicoïdale qui a été usinée de façon à faire justement la possibilité d'ouvrir la culasse et d'armer le chien en même temps. C'est quand même quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui est plus efficace pour la cadence de tir. La troisième différence, évidemment, elle est évidente, c'est la cartouche métallique. C'est la cartouche on l'a eu donc à présenter, cette cartouche métallique avec son ogive en plomb, durci également, avec un étui métallique en laiton, avec sur le culot en position centrale l'amorce et un bourrelet. Vous voyez qu'il y a ici un bourrelet sur cet étui, cette cartouche, c'est ce qui va permettre à l'extracteur, tel que je viens de le montrer, d'éliminer l'étui une fois le coup tiré. Alors la cartouche du gras est donc la 1874 que voici. Il y a donc une autre cartouche qui a été donc, je ne le montre pas, mais qui a été la même, qui ne présente pas de modification, enfin pas de changement visible, sauf que cette cartouche 74 d'origine a présenté souvent des défauts qui ont donné des ruptures de culot. Donc ces ruptures de culot ont été éliminées sur la cartouche suivante qui est la 79 et qui a donc eu un étui renforcé. Donc elle est semblable mais un peu plus lourde. Voici donc la cartouche 79-83, telle que je vous l'explique actuellement. Et cette cartouche va avoir un avenir plus intéressant et plus prolongé que les autres cartouches gras. Elle présente ici sur son ogive en plomb un méplat. Ce méplat va servir à pouvoir utiliser cette cartouche dans des fusils à magasin, c'est-à-dire que ces cartouches vont être installées en file indienne et de façon à ce que l'ogive ne percute pas l'amorce de la cartouche précédente, eh bien on a réalisé ce méplat. Et enfin, voici donc la dernière cartouche du fusil gras qui a servi donc pendant toute l'épopée coloniale de la Troisième République, c'est la cartouche chemisée en laiton qui va donc permettre donc
on a supprimé le calepin, ces petites feuilles de papier qui entourent la balle plomb pour augmenter l'intimité du plomb et des rayures du canon, du fusil. Cette fonction a donc été remplacée par la chemise de cuivre, et le calepin donc a disparu. Ce chemisage en cuivre a été imposé par la Convention de Genève, qui interdit, à partir de ce moment-là, depuis même avant ça, puisque c'était fait en 1864, interdit l'utilisation de balles en plomb nu, qui occasionnent des blessures atroces. Voilà donc les différentes cartouches du fusil gras. Alors, il y a deux origines au fusil gras. La première, c'est celle que nous avons sous les yeux. C'est un fusil qui a été refait de toutes pièces. Toutes les pièces sont neuves. Acier fondu, etc., comme Chassepot, bien sûr. Mais c'est une pièce qui a donc été faite à neuf, construite neuve. Alors il y a certains marquages qu'il faut remarquer sur cette arme. Sur la boîte de culasse, entre autres, il y a marqué le nom de la manufacture. C'est la manufacture d'armes. Nous sommes sous la Troisième République là déjà. La manufacture d'armes de Tulle, avec le matricule modèle 1874. Sur l'autre côté de la boîte de culasse, on y trouve l'année de fabrication, 1880. Bon, c'est comme toutes les armes de ce moment-là. Alors donc, cette fabrication-là, donc d'armes neuves, a été estimée à 1 280 000 exemplaires. Alors, il y a une deuxième origine au fusil gras, vous vous en doutez tout de suite, évidemment, chacun, puisque ça ressemble tellement à un Chassepot, il y a tellement peu de différence, autant transformer un Chassepot en fusil gras. Et c'est ce qui fait aussi. Et ça s'est fait facilement avec une nouvelle culasse, bien sûr. Ouais. Alors, si on les met côte à côte, on voit très bien qu'il n'y a pas de différence. Ils sont tous les deux bronzés noirs de guerre, bien sûr. La culasse est la même, la hausse est la même. Bon, il y a une différence de baguette. Bon, ça c'est la baguette Chassepot, ça c'est la baguette du fusil gras. Ce qui les différencie d'une façon évidente, c'est les marquages. Parce que cette fois-ci, sur la boîte de culasse, il est marqué « Manufacture impériale de Saint-Étienne ». Modèle 1866, trait d'union 74. Et c'est la même arme, exactement. Alors c'est une arme donc, comme je disais tout à l'heure, très efficace, capable donc de 10 coups minute, avec c'est un fusil coup par coup bien sûr, qui va servir, qui ne va pas servir justement dans les conflit majeur qu'aura la France à venir. On pense à la Grande Guerre, bien sûr. Ce n'est pas un fusil qui va servir. Par contre, ce fusil gras va servir d'une façon massive au cours de la politique de la Troisième République coloniale. Et effectivement, de l'Afrique à l'Asie, ces fusils-là vont servir d'une façon très très massive. Alors, le fusil gras donc va finir sa carrière
comme ça, il va être remplacé par d'autres armes qui seront en fait le fusil Lebel d'abord, 78 Kropatschek, 84-85 Lebel, bon tout ça on verra ça plus tard. Et ensuite il sera vendu à la ferraille, au poids de la ferraille, aux armuriers, qui d'une façon massive vont le transformer en fusil de chasse. C'était une période où vraiment le fusil gras a été utilisé d'une façon vraiment régulière par la chasse. Et puis après, donc, il finira sa carrière dans des contrées un peu secondaires ou qui ont des problèmes à régler avec le fusil. Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Mais c'est le tocsin. Nous sommes le 1er août 1914. Et voilà que le fusil gras va ressurgir. Le voilà, le fusil gras que nous allons utiliser au cours de toute la Grande Guerre. Il est là, avec un garde-main, etc. Et il a évidemment une grosse différence. On reconnaît très bien sa culasse gras, bien sûr. Là, voilà, c'est la même, ça n'a rien changé. Différence garde-main en bois qui permet donc d'avoir une bonne préhension et surtout il est armé, il est équipé du canon prestigieux du fusil Lebel et c'est ça qui va tirer 8 mm Lebel. Et il va servir pendant toute la guerre aux mains des GVC, les gardes-voies de communication, aux mains des territoriaux, aux mains des gardes frontières et des gardes magasins et des gardes dépôts. Et le fusil gras aura encore en 1940, il aura aussi une carrière. On va le retrouver massivement dans les maquis. On va le retrouver aussi le jour de la libération de Paris, en août 1944. Et le fusil gras a une histoire. Il est armé de la baïonnette, de l'épée baïonnette de 1874, qui est une belle arme également, dont on aurait pu parler. Mais donc c'est une arme qui a servi essentiellement pour l'intérieur à ce moment-là. Alors, vous savez, le fusil gras est resté. Le fusil gras est resté très cher au cœur de la France et des Français. Et je vais vous rappeler pourquoi. Le fusil gras a été adopté dans une période qu'on appelle la revanche. La revanche qui correspond à la perte de l'Alsace et de la Lorraine-Mosellane, qui ont été toutes deux annexées par le Reich allemand. Et cette période-là a été émaillée de manifestations patriotiques et de manifestations nationalistes très importantes. Des sociétés de tir et de préparation militaire se sont créées un peu partout. Et autant dans le privé, voici ces préparations, ces sociétés de préparation militaire qui donc ont organisé des concours de tir avec des prix pour former le citoyen à la preuve du tir et au maniement du fusil, mais aussi pour lui inculquer le fait que la nation, bientôt, il faudra la défendre. Donc des sociétés privées, mais aussi des sociétés, le ministère de la Guerre lui-même, qui a fait la même chose dans le même but, avec des concours de tir. Alors, il y a l'enseignement public
de la Troisième République de cette période-là n'a pas échappé à cet élan patriotique. Et en 1882 ont été créés les bataillons scolaires. Les bataillons scolaires pour inculquer à l'enfant le plus tôt possible la notion de patrie, de défense, de maintien de l'ordre et de discipline militaire. Si l'uniforme n'a pas été obligatoire dans ces écoles, les mairies l'ont fortement conseillé. Quant à l'armement, eh bien, il va du simple petit fusil en bois jusqu'au fusil gras tir réduit. Tout cela pour inculquer la notion de discipline et de défense à l'enfant. C'est la période aussi où le service militaire est obligatoire pour tous. Fini les remplacements, fini les bons numéros, ça c'est terminé, tout le monde ira à l'armée. Donc c'est vraiment une période où on a ça dans le sang. Et puis, des cartes postales, disons, les cartes postales nationalistes sont diffusées un peu partout. Et même les artistes ont participé à cet élan patriotique. C'est la période de Jean-Jacques Valls, dit Ancy, celui qui faisait des aquarelles montrant les Alsaciennes qui faisaient des pieds de nez aux Allemands. Hein. Ça, c'est Ancy. Et puis, il y a aussi cette carte postale qui est due à Pierre Petit-Gérard, qui est une toile qui a été donc exposée au Salon de Paris. On y voit le soldat français. Il est armé du fusil gras. Il aperçoit, ou il croit apercevoir, l'Alsacienne. Dans la profondeur de la forêt vosgienne. Elle porte le nœud sur sa tête, le nœud de deuil instauré par l'impératrice Eugénie après la catastrophe de Sedan. Mais bon, sur la toile, le nœud n'est pas noir, mais souvenons-nous qu'il s'agit d'un rêve. Le fusil gras est resté dans le cœur des Français. Évidemment, maintenant que nous avons parlé de ces fusils gras, la chose ne s'arrête pas là, puisque notre première cartouche réglementaire à étui métallique loin de là, n'a pas terminé sa carrière. Car adoptée pour le tir à un fusil à un coup, le gras, elle va participer à un vieux projet, un vieux rêve, qui est celui de tirer encore plus vite. Chose que nous apporterons dans un proche avenir, les armes à répétition et à magasin. Et cette cartouche gras nous garde bien des secrets, bien des souvenirs et bien des surprises que nous serons très heureux de découvrir ensemble dans une prochaine présentation. Je vous remercie.